L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, tout le monde l'a vu se faire expulser à cause de sa couleur, mais seul un policier a pris la parole. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une journée comme les autres à Paris, la ville lumière. Les rues étaient animées, les cafés débordaient de clients et les touristes affluaient vers la tour Eiffel. Mais dans une petite succursale bancaire du 15e arrondissement, une tempête se préparait. L'officier Mathieu Lefort, un homme d'une quarantaine d'années au visage marqué par des années de service, était en patrouille lorsque son talkie-walkie grésilla. La voix tendue du dispatcher résonna. « Unité 7, nous avons un code 10 à 31 à la Banque Nationale, 23 rue de Vaugirard. Client agité, possibilité d'escalade. » Mathieu sentit l'adrénaline monter. Il répondit d'une voix calme, bien reçue, « J'arrive. » En quelques minutes, sa voiture de patrouille s'arrêta devant la banque. De l'extérieur, tout semblait calme, mais Mathieu savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Il ajusta son uniforme et entra. L'atmosphère à l'intérieur était électrique. Les clients se tenaient en retrait, leurs yeux fixés sur une scène au centre de la salle. Là, une jeune femme noire d'une vingtaine d'années, les yeux rougis par les larmes, faisait face à un groupe de banquiers visiblement mal à l'aise. Mathieu s'approcha lentement, évaluant la situation. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix ferme mais calme. La jeune femme se tourna vers lui, ses yeux s'illuminant d'espoir. « Officier, je vous en prie, aidez-moi. Je veux juste retirer mon argent, mais il refuse de me servir. » Un des banquiers, un homme chauve d'une cinquantaine d'années, intervint. « Monsieur l'agent, cette personne n'a pas pu fournir d'identification valable. Nous ne pouvons pas procéder sans cela. » Mathieu fronça les sourcils. Quelque chose dans le ton du banquier le dérangeait. « Mademoiselle, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé exactement ?» La jeune femme, qui s'appelait Chloé Diop, prit une profonde inspiration. « J'ai des problèmes de vue, monsieur l'agent. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver ma carte d'identité dans mon sac. Mais quand je l'ai finalement trouvée, ils ont refusé de la regarder. Et puis... » Elle s'arrêta, sa voix se brisant. Mathieu sentit que quelque chose de grave s'était produit. « Et puis quoi, mademoiselle Diop ?» Chloé leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur ses joues. « L'un des employés, il m'a dit que je n'étais pas de la bonne couleur. Que ma déficience visuelle m'empêchait de voir ça. » Un silence de mort tomba sur la banque. Mathieu sentit une vague de colère monter en lui. Il se tourna lentement vers les employés, son regard dur balayant leur visage. « Qui a dit ça ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Les employés se regardèrent nerveusement. Finalement, une jeune femme blonde, tremblante, fit un pas en avant. « C'était moi, monsieur l'agent. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé. » Mathieu la fixa du regard. « Désolé ? Vous pensez que « désolé » il suffit pour un tel comportement ?» La tension dans la pièce était palpable. Les clients retenaient leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Mathieu prit une décision. Ce n'était pas une situation ordinaire, et elle ne méritait pas une réponse ordinaire. Il se tourna vers Chloé. « Mademoiselle Diop, voulez-vous porter plainte ?» Chloé hésita, puis secoua la tête. « Je veux juste mon argent, monsieur. Je veux juste être traité comme tout le monde. » Mathieu hocha la tête. « Très bien. Voici ce que nous allons faire. » Il se tourna vers les employés de la banque, son regard s'attardant sur la jeune femme qui avait fait le commentaire raciste. « Vous venez avec nous. Nous allons faire un petit voyage au commissariat pour obtenir une nouvelle carte d'identité pour mademoiselle Diop. Et pendant ce temps, vous allez réfléchir à l'impact de vos paroles. » Les yeux de l'employé s'écarquillèrent de peur. « Mais monsieur l'agent. » Mathieu leva la main pour la faire taire. « Ce n'est pas négociable. Allons-y. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Mathieu sentait les regards de tous les clients sur eux. Il savait que ce qu'il faisait était peu orthodoxe, mais parfois, la justice nécessitait des méthodes peu conventionnelles. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette journée allait changer non seulement la vie de Chloé Diop, mais aussi la sienne, et peut-être même l'avenir de toute une communauté.
Le trajet jusqu'au commissariat se déroula dans un silence pesant. L'officier Mathieu Lefort conduisait, ses yeux scrutant régulièrement le rétroviseur pour observer ses deux passagères. Chloé Diop, assise à l'arrière, gardait les yeux baissés, ses mains tremblantes serrant son sac à main. À côté d'elle, l'employée de banque, Amélie Vernet, semblait sur le point de s'effondrer. Arrivé au commissariat, Mathieu les conduisit dans une petite salle d'interrogatoire. Les murs gris et la lumière crue créaient une atmosphère oppressante. « Asseyez-vous » ordonna Mathieu d'une voix ferme. Il se tourna vers Amélie. « Maintenant, mademoiselle Vernet, j'aimerais que vous répétiez exactement ce que vous avez dit à mademoiselle Diop dans la banque. » Amélie déglutit difficilement. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, monsieur l'agent. J'ai commis une erreur, je m'en excuse. » Mathieu frappa du poing sur la table, faisant sursauter les deux femmes. « Ce n'était pas une suggestion, mademoiselle Vernet. Répétez vos paroles. Maintenant. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. Elle regarda Chloé, puis baissa rapidement les yeux. J'ai dit qu'elle n'était pas de la bonne couleur. Et que sa déficience visuelle l'empêchait de le voir. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Chloé ferma les yeux, revivant l'humiliation du moment. Mathieu se pencha en avant, ses yeux fixés sur Amélie. Avez-vous la moindre idée de la gravité de vos paroles? Savez-vous que ce que vous avez fait est non seulement moralement répréhensible, mais aussi illégal? Amélie commença à sangloter. Je suis désolé, tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne suis pas raciste, je vous le jure. Mathieu secoua la tête. Le racisme, mademoiselle Vernet, ne se limite pas aux actes flagrants de haine. Il se cache dans les préjugés inconscients, dans les petites remarques que l'on pense inoffensives. Votre commentaire révèle un problème bien plus profond. Il se tourna vers Chloé. Mademoiselle Diop, je suis profondément désolé pour ce que vous avez dû endurer. Personne ne devrait jamais être traité de la sorte. Que souhaitez-vous faire maintenant? Chloé prit une profonde inspiration. Quand elle parla, sa voix était calme, mais empreinte d'une force tranquille. Je ne veux pas ruiner la vie de mademoiselle Vernet. Mais je veux qu'elle comprenne. Je veux qu'elle réalise ce que c'est que de vivre chaque jour avec la peur d'être jugée, rejetée, humiliée à cause de la couleur de sa peau ou d'un handicap. Elle se tourna vers Amélie. Savez-vous ce que c'est que de devoir travailler 2 fois plus dur que les autres pour prouver votre valeur? De sentir tous les regards se tourner vers vous quand vous entrez dans une pièce, non pas par admiration, mais par méfiance. Amélie, les yeux baissés, secoua la tête. Chloé continua, chaque jour, je me lève en sachant que je vais devoir affronter des préjugés. Chaque interaction, chaque rencontre est potentiellement un champ de mine. Et aujourd'hui, alors que je voulais simplement accéder à mon propre argent, j'ai été humilié et rejeté. Mathieu observait l'échange avec un mélange d'admiration pour Chloé et de déception envers le système qui avait permis une telle situation. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume entra, l'air furieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis maître Laurent Dubois, avocat de la banque. Cette interrogation est illégale. Mathieu se leva, prêt à défendre ses actions, mais Chloé l'arrêta d'un geste. Maître Dubois, dit-elle calmement, votre présence ici prouve exactement ce que nous étions en train de discuter. La banque envoie un avocat pour protéger une employée qui m'a ouvertement discriminé, plutôt que de s'assurer que justice soit faite. L'avocat sembla déstabilisé par le calme de Chloé. Mademoiselle, vous ne comprenez pas. Il y a des procédures à suivre. Non, c'est vous qui ne comprenez pas, interrompit Chloé. Sa voix était maintenant empreinte d'une autorité qui surprit tout le monde dans la pièce. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'un problème systémique. Et je compte bien y remédier. Elle se tourna vers Mathieu. Officier Lefort, je souhaite porter plainte. Pas seulement contre mademoiselle Vernet, mais contre la banque elle-même pour discrimination systémique. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Maître Dubois pâlit visiblement, réalisant soudain la gravité de la situation. Mathieu sentit un frisson d'excitation le parcourir. Il savait que cette affaire allait bien au-delà d'un simple incident de banque. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait potentiellement changer les choses. Très bien, mademoiselle Diop, dit-il en sortant un formulaire. Commençons la procédure.
Alors qu'il commençait à remplir le document, Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser que cette journée marquerait un tournant. Non seulement dans sa carrière, mais peut-être aussi dans la façon dont la société abordait ces questions délicates de discrimination et de préjugés. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette affaire allait prendre des proportions qu'il n'aurait jamais pu imaginer, le plongeant dans un monde de secrets, de complots et de dangers qu'il n'était pas prêt à affronter. Le bureau de l'officier Mathieu Lefort était plongé dans une atmosphère tendue. Les heures s'étaient écoulées depuis le dépôt de la plainte de Chloé Diop, et maintenant, face à son écran d'ordinateur, Mathieu se trouvait devant un dilemme qui allait bien au-delà de ses attributions habituelles. Un email clignotait dans sa boîte de réception. L'expéditeur, le préfet de police de Paris. Le sujet, affaire Diop, classement immédiat. Mathieu sentit son cœur se serrer. Il savait ce que cela signifiait. Des pressions en haut lieu pour étouffer l'affaire. Il ferma les yeux, se remémorant les événements de la journée. Le visage de Chloé, empreint de dignité malgré l'humiliation subie. La peur dans les yeux d'Amélie Vernet lorsqu'elle avait réalisé la portée de ses actes. Et maintenant, cet email qui menaçait de tout balayer. Soudain, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. C'était le commissaire divisionnaire, Henri Mercier, un homme imposant dont le visage trahissait une colère à peine contenue. Lefort, tonna-t-il. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une plainte contre l'une des plus grandes banques du pays. Vous avez perdu la tête? Mathieu se leva lentement, prêt à défendre sa position. Monsieur le commissaire, avec tout le respect que je vous dois, cette affaire est sérieuse. Il s'agit de discrimination flagrante. Mercier l'interrompit d'un geste de la main. Je me fiche de ce dont il s'agit. Vous avez une idée des ennuis que vous nous attirez? Le préfet est sur mon dos, la banque menace de poursuite. Classez cette affaire, et vite. Mathieu sentit la colère monter en lui. Et la justice dans tout ça? Nous sommes censés protéger les citoyens, pas les grandes entreprises. Le commissaire s'approcha, menaçant. Écoutez-moi bien, Lefort. Vous êtes un bon flic, mais vous êtes naïf. Le monde ne fonctionne pas comme dans vos livres de droit. Parfois, il faut savoir fermer les yeux pour le bien de tous. Un silence pesant s'installa dans le bureau. Mathieu savait qu'il était à un carrefour. Sa carrière, tout ce pourquoi il avait travaillé, était en jeu. Mais pouvait-il vraiment abandonner Chloé? Trahir ses propres principes? C'est alors qu'une idée folle lui traversa l'esprit. Une idée qui pourrait tout changer, ou tout détruire. Monsieur, dit-il lentement, et si nous transformions cette menace en opportunité? Le commissaire le regarda, intrigué malgré lui. Que voulez-vous dire? Mathieu prit une profonde inspiration. Au lieu de classer l'affaire, nous pourrions l'utiliser pour lancer une opération d'envergure. Une enquête sur les pratiques discriminatoires dans le secteur bancaire. Pas seulement cette banque, mais toutes les grandes institutions financières. Le commissaire éclata de rire. Vous êtes fou, Lefort. Vous voulez déclarer la guerre à tout le système financier? Mais Mathieu ne se démonta pas, pensait Y, monsieur. Si nous réussissons, ce serait un coup médiatique énorme. La police, pour une fois, serait vue comme le défenseur du peuple contre les puissants. Ça pourrait changer la perception du public envers nous. Mercier s'arrêta, semblant réfléchir à cette possibilité. C'est risqué, Lefort. Très risqué. Mais potentiellement révolutionnaire, insista Mathieu. Nous pourrions faire une vraie différence. Le commissaire se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Après ce qui sembla une éternité, il se retourna. Très bien, Lefort. Vous avez carte blanche. Mais je vous préviens, si ça tourne mal, c'est votre tête qui tombera. Mathieu hocha la tête, conscient de l'énormité de ce qu'il venait d'entreprendre. Compris, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Alors que le commissaire quittait le bureau, Mathieu se laissa tomber sur sa chaise, le cœur battant. Il venait de s'engager dans une voie sans retour. Une voie qui allait le mener dans les recoins les plus sombres du monde financier, là où les secrets et les mensonges étaient monnaie courante. Il saisit son téléphone et composa un numéro. Chloé. C'est l'officier Lefort. J'ai besoin de vous voir immédiatement. Les choses viennent de prendre une tournure inattendue. Alors qu'il raccrochait, Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait peut-être de signer son arrêt de mort professionnel. Mais une chose était sûre,
il ne pouvait plus faire marche arrière. Dans les jours qui suivirent, Mathieu assembla une petite équipe de confiance. Des officiers triés sur le volet, connus pour leur intégrité et leur discrétion. Chloé Diop, quant à elle, accepta de jouer un rôle crucial, celui d'informatrice infiltrée dans le monde bancaire. L'opération « Vérité bancaire » était née. Une mission périlleuse qui allait les mener bien au-delà des simples discriminations, jusqu'au cœur d'un système corrompu qui menaçait les fondements même de la société française. Mathieu savait que chaque pas les rapprochait du danger. Des ennemis puissants allaient bientôt réaliser qu'une menace planait sur leurs activités illicites. La question n'était pas de savoir s'ils allaient riposter, mais quand et comment. Alors qu'il regardait son équipe se préparer pour leur première mission d'infiltration, Mathieu ne pouvait s'empêcher de se demander « jusqu'où était-il prêt à aller pour la vérité ? Et quel serait le prix à payer pour la justice ?» L'horloge tournait, et le compte à rebours avait commencé. L'opération « Vérité bancaire » allait secouer Paris jusqu'à ses fondations, et personne ne sortirait indemne de cette tempête qui s'annonçait. Les semaines s'étaient écoulées depuis le lancement de l'opération « Vérité bancaire ». L'équipe de Mathieu Lefort avait travaillé sans relâche, accumulant preuve sur preuve de pratiques discriminatoires et de malversations financières. Chloé Diop, dans son rôle d'informatrice, avait réussi à infiltrer les plus hautes sphères de la Banque nationale, risquant sa vie à chaque instant. Ce jour-là, Mathieu et son équipe se préparaient pour l'acte final de leur opération. Ils allaient retourner à la succursale bancaire où tout avait commencé, mais cette fois-ci, armés de mandats de perquisition et de preuves accablantes. « Êtes-vous prêts ? » demanda Mathieu à son équipe rassemblée dans le fourgon de police. Ses yeux s'attardèrent sur Chloé, assise à ses côtés, le visage tendu mais déterminé. « Plus que jamais, répondit-elle avec un sourire nerveux. Le fourgon s'arrêta devant la banque. Mathieu prit une profonde inspiration. « C'est l'heure. Souvenez-vous, nous ne sommes pas là pour nous venger, mais pour faire justice. Soyez professionnels, mais fermes. » Ils sortirent du véhicule et entrèrent dans la banque. Le contraste avec leur première visite était saisissant. Cette fois-ci, c'était eux qui avaient le contrôle. « Police », annonça Mathieu d'une voix forte. « Nous avons un mandat de perquisition. Que personne ne bouge. » Les clients et les employés se figèrent, stupéfaits. Mathieu repéra immédiatement le directeur de la succursale, Monsieur Dupont, qui s'avançait vers eux, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que cela signifie » s'exclama-t-il. « Vous n'avez pas le droit de... » Mathieu l'interrompit en lui tendant le mandat. « Nous avons tous les droits, Monsieur Dupont. Votre banque est accusée de discrimination systémique et de fraude financière. Nous sommes ici pour saisir vos dossiers et vos ordinateurs. » Pendant que son équipe commençait à rassembler les preuves, Mathieu se tourna vers Chloé. « Mademoiselle Diop, pourriez-vous identifier l'employé qui vous a discriminé lors de votre première visite ?» Chloé hocha la tête et pointa du doigt Amélie Vernet, qui se tenait tremblante derrière son guichet. « C'est elle. » Mathieu s'approcha d'Amélie. « Mademoiselle Vernet, vous êtes en état d'arrestation pour discrimination et complicité de fraude. Vous avez le droit de garder le silence. » Soudain, un cri retentit. « Arrêtez tout !» C'était Maître Dubois, l'avocat de la banque, qui venait d'entrer en trombe dans la succursale. « Cette opération est illégale. Vous n'avez aucune preuve. » Mathieu se tourna lentement vers lui, un sourire confiant aux lèvres. « Au contraire, maître. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Y compris des enregistrements de vous-même discutant de la façon de dissimuler les pratiques discriminatoires de la banque. » Le visage de l'avocat se décomposa. « Comment ? » « Disons que nous avions une taupe très efficace, répondit Mathieu en jetant un regard complice à Chloé. Le chaos qui s'ensuivit fut indescriptible. Les employés de la banque, réalisant l'ampleur de la situation, commencèrent à paniquer. Certains tentèrent de fuir, d'autres de détruire des documents. Mais l'équipe de Mathieu était prête. En quelques minutes, la situation était sous contrôle. Alors que les arrestations se poursuivaient, Mathieu remarqua un attroupement de journalistes qui s'était formé à l'extérieur de la banque. Quelqu'un avait dû les alerter. « Officier Lefort » cria l'un d'eux. « Pouvez-vous nous en dire plus sur cette opération ?» Mathieu hésita un instant, puis décida que le moment était venu de dire la vérité. Il fit signe à Chloé de le rejoindre et sortit pour faire face aux caméras. « Citoyens de Paris, commença-t-il, aujourd'hui marque la fin d'une ère d'injustice et de discrimination dans notre système bancaire.
Grâce au courage d'une femme remarquable, mademoiselle Chloé Diop ici présente, et au travail acharné de mon équipe, nous avons mis au jour un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de cette simple succursale. Les flashs crépitaient alors que Mathieu continuait son discours, détaillant les découvertes de leur enquête. À ses côtés, Chloé se tenait droite, le visage empreint de fierté et de détermination. Ce n'est que le début, conclut Mathieu. Nous continuerons à lutter contre toutes les formes de discrimination et d'injustice dans notre société. Personne n'est au-dessus des lois, pas même les plus puissantes institutions financières. Alors que la foule applaudissait, Mathieu sentit une main se poser sur son épaule. C'était le commissaire Mercier, un sourire aux lèvres. « Bien joué, Lefort, murmura-t-il. Vous avez pris un sacré risque, mais ça en valait la peine. » Mathieu hocha la tête, soulagé mais conscient que leur combat était loin d'être terminé. Les jours à venir allaient être cruciaux. Les médias allaient s'emparer de l'affaire, les politiciens allaient devoir prendre position, et les autres banques allaient certainement tenter de se couvrir. Mais pour l'instant, alors qu'il regardait les suspects être emmenés et les preuves être chargées dans les fourgons de police, Mathieu savourait cette victoire. Il avait prouvé que la justice pouvait triompher, même face aux adversaires les plus puissants. Ce soir-là, alors que Paris s'endormait, une nouvelle ère s'annonçait. Une ère où la discrimination et la corruption ne seraient plus tolérées, où chaque citoyen pourrait espérer être traité avec dignité et respect, quelle que soit sa couleur de peau ou son origine. L'opération « Vérité bancaire » était un succès, mais Mathieu savait que ce n'était que le début d'un long combat pour une société plus juste et équitable. Les jours qui suivirent l'opération « Vérité bancaire » furent un tourbillon d'activités frénétiques. Les médias ne cessaient de couvrir l'affaire, les politiciens s'empressaient de prendre position, et le système judiciaire était en effervescence. Au milieu de ce chaos, Mathieu Lefort et Chloé Diop se retrouvèrent propulsés au rang de héros nationaux. Un matin, alors que le soleil se levait sur Paris, Mathieu reçut un appel inattendu. C'était le procureur de la République. « Officier Lefort, dit la voix grave au bout du fil, j'ai besoin de vous voir immédiatement. Il y a un développement dans l'affaire. » Le cœur de Mathieu se serra. Avait-il commis une erreur? L'affaire allait-elle être classée malgré tout? Une heure plus tard, Mathieu se tenait dans le bureau luxueux du procureur, Chloé à ses côtés. Le procureur, un homme imposant aux cheveux grisonnants, les regardait avec une expression indéchiffrable. « Nous avons un problème, commença-t-il. Amélie Vernet, l'employée qui a discriminé mademoiselle Diop, a fait des révélations troublantes. » Mathieu et Chloé échangèrent un regard inquiet. Il semblerait, poursuivit le procureur, qu'elle ait été victime de chantage. Des cadres supérieurs de la banque la menaçaient de révéler certains aspects de sa vie privée si elle ne suivait pas leurs directives discriminatoires. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Chloé fut la première à le briser. « Quel genre de chantage ?» demanda-t-elle doucement. Le procureur soupira. « Mademoiselle Vernet a un frère atteint d'une maladie rare. Les traitements sont extrêmement coûteux. La banque payait en secret, en échange de sa coopération dans leurs pratiques illégales. » Mathieu sentit une vague de compassion inattendue le submerger. Elle était donc elle-même victime. Précisément, acquiesça le procureur. Et c'est là que les choses se compliquent. Techniquement, elle reste coupable. Mais moralement. Chloé se leva brusquement, surprenant les deux hommes. « Je veux lui parler, dit-elle d'une voix ferme. »« Mademoiselle Diop, commença le procureur, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Mais Chloé l'interrompit. « S'il vous plaît. J'en ai besoin. » Mathieu observa Chloé avec admiration. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, elle était prête à faire face à la personne qui l'avait blessée. Quelques heures plus tard, dans une salle d'interrogatoire austère, Chloé se retrouva face à Amélie Vernet. L'employé de banque semblait avoir vieilli de 10 ans, son visage marqué par la culpabilité et la peur. « Mademoiselle Diop, commença Amélie d'une voix tremblante, je ne sais pas par où commencer. » Chloé leva une main pour l'interrompre. « Je sais tout, dit-elle doucement. À propos de votre frère, du chantage. Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. « Je suis tellement désolé. Mes mots ce jour-là, ils ne reflètent pas qui je suis vraiment. J'étais terrifié, désespéré. » Chloé prit une profonde inspiration. « Ce que vous m'avez dit ce jour-là m'a profondément blessé. Pendant des semaines, j'ai porté ces mots comme un fardeau. Mais maintenant,
Je réalise que nous sommes toutes les deux victimes d'un système corrompu. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre les deux femmes. Puis, à la surprise de tous ceux qui observaient derrière la vitre sans teint, Chloé tendit la main à Amélie. « Je vous pardonne, dit-elle simplement. » Amélie saisit la main de Chloé, éclatant en sanglots. « Merci, murmura-t-elle entre deux hoquets. « Merci infiniment. » De l'autre côté de la vitre, Mathieu sentit une boule se former dans sa gorge. Ce moment de compassion et de pardon était plus puissant que toutes les arrestations qu'ils avaient effectuées. Le procureur se tourna vers Mathieu, visiblement ému. « C'est extraordinaire, murmura-t-il. Mathieu hocha la tête. « Oui, ça l'est. Et je pense que nous devons en tenir compte dans la suite de l'affaire. » Les jours suivants furent consacrés à revoir l'ensemble du dossier. Avec l'accord de Chloé, une nouvelle stratégie fut élaborée. Amélie Vernet accepterait de témoigner contre les hauts dirigeants de la banque en échange d'une peine allégée. Son témoignage serait crucial pour démanteler tout le réseau de corruption. Cette décision ne fut pas sans controverse. Certains estimaient qu'Amélie devait être punie sévèrement, tandis que d'autres saluaient la compassion de Chloé comme un exemple à suivre. Un soir, alors que Mathieu et Chloé quittaient le palais de justice après une longue journée d'audition, ils furent arrêtés par une journaliste. « Mademoiselle Diop, demanda-t-elle, comment expliquez-vous votre décision de pardonner à la femme qui vous a discriminé ?» Chloé réfléchit un instant avant de répondre. « La haine engendre la haine, et la discrimination engendre plus de discrimination. En pardonnant, j'espère briser ce cycle. Ce n'est qu'en comprenant les raisons derrière les actes des autres que nous pouvons espérer changer les choses. » Alors qu'il s'éloignait, Mathieu ne put s'empêcher de penser que cette affaire avait pris une tournure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme une simple plainte pour discrimination s'était transformé en une leçon puissante sur la compassion, le pardon et la justice réparatrice. Mais alors qu'il marchait dans les rues de Paris, Mathieu ne pouvait s'empêcher de se demander, cette compassion inattendue suffirait-elle à changer un système profondément enraciné? Ou n'était-ce que le calme avant une tempête encore plus grande? Les semaines qui suivirent l'opération « Vérité bancaire » et le pardon inattendu de Chloé Diop furent intenses. L'affaire avait pris une ampleur nationale, devenant le symbole d'une lutte plus large contre la discrimination et la corruption dans le monde financier. Un matin pluvieux, Mathieu Lefort se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant les rues de Paris. Son téléphone vibra, affichant un message cryptique, « Rendez-vous au Pont des Arts à midi. Venez seul. » Intrigué et méfiant, Mathieu décida néanmoins de s'y rendre. Alors qu'il marchait le long du célèbre pont, une silhouette encapuchonnée s'approcha de lui. « Officier Lefort, » murmura une voix familière. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Mathieu reconnut avec surprise Antoine Mercier, le fils du commissaire divisionnaire. « Antoine ? Que se passe-t-il » Le jeune homme jeta des regards nerveux autour de lui. « L'affaire va plus loin que vous ne le pensez. Mon père, il est impliqué. Et il n'est pas le seul. » Le cœur de Mathieu se serra. « De quoi parles-tu ? La corruption s'étend jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. La Banque nationale n'était que la partie visible de l'iceberg. Il y a un réseau entier de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de financement illégal de partis politiques. » Mathieu sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Pourquoi me dis-tu tout ça ?» Antoine sortit une clé USB de sa poche. « Parce que vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Voici toutes les preuves. Mais faites attention, ils savent que je les ai. Ma vie est en danger. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un coup de feu retentit. Antoine s'effondra dans les bras de Mathieu, touché à la poitrine. « Courez, » murmura-t-il avant de perdre connaissance. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'événements. Antoine fut hospitalisé dans un état critique. Mathieu, avec l'aide de Chloé et d'une équipe restreinte de confiance, commença à analyser les données de la clé USB. Ce qu'ils découvrirent dépassa leurs pires craintes. Des ministres, des juges, des chefs d'entreprise, tous impliqués dans un vaste réseau de corruption. Alors qu'ils s'apprêtaient à rendre publique leur découverte, Mathieu reçut un appel du commissaire Mercier. « Lefort, dit-il d'une voix brisée, ils ont ma femme. Ils menacent de la tuer si vous ne leur remettez pas les preuves. » Mathieu sentit le poids du monde sur ses épaules. « Monsieur, je sais ce que mon fils a fait, » l'interrompit Mercier. « Je sais que j'ai failli à mon devoir. Mais je vous en supplie, ne laissez pas ma femme payer pour mes erreurs.
La tension était palpable dans la pièce où Mathieu avait rassemblé son équipe pour discuter de la situation. Nous ne pouvons pas céder au chantage, argumenta l'un de ses collègues. Si nous le faisons, tout ce pourquoi nous nous sommes battus n'aura servi à rien. Chloé, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. Et si nous utilisions cela à notre avantage? Faisons semblant d'accepter leur demande, mais en réalité, tendons-leur un piège. Les heures qui suivirent furent consacrées à l'élaboration d'un plan audacieux. Ils allaient organiser un échange, mais avec l'aide de services secrets et d'unités d'élite de la police. Le soir de l'échange, dans un entrepôt désaffecté à la périphérie de Paris, Mathieu se tenait seul, une mallette à la main. Soudain, des phares illuminèrent l'obscurité. Une voiture s'approcha, et un homme en costume en descendit, tenant Madame Mercier. L'épreuve, exigea-t-il. Mathieu ouvrit lentement la mallette. Au moment où l'homme s'en saisit, des dizaines de policiers surgirent de l'ombre, armes au poing. Police. Personne ne bouge. Dans le chaos qui s'ensuivit, Mathieu réussit à mettre Madame Mercier en sécurité. Les arrestations se succédèrent, remontant la chaîne de commandement jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les jours suivants virent la France plongée dans une crise politique sans précédent. Des ministres démissionnèrent, des PDG furent arrêtés, et le système bancaire fut mis sous tutelle. Alors que Mathieu témoignait devant une commission parlementaire, il croisa le regard de Chloé dans l'assistance. Elle lui sourit, un mélange de fierté et de détermination dans les yeux. Mais leur combat était loin d'être terminé. Alors que certains saluaient leur courage, d'autres les accusaient d'avoir déstabilisé le pays. Des menaces de mort commencèrent à arriver, et Mathieu savait que leur vie ne serait plus jamais la même. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Mathieu trouva une enveloppe sur son palier. À l'intérieur, une simple note, ce n'est que le début. L'Europe est le prochain objectif. Mathieu réalisa alors que ce qu'ils avaient découvert en France n'était qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. La corruption s'étendait bien au-delà des frontières, et leur combat venait à peine de commencer. Alors qu'il regardait par la fenêtre, observant les lumières de Paris, Mathieu se demanda s'ils auraient la force de continuer. Mais en repensant à tout ce qu'ils avaient accompli, à la détermination de Chloé, au sacrifice d'Antoine, il sut que reculer n'était pas une option. Le combat pour la vérité et la justice venait de prendre une dimension internationale, et Mathieu Lefort était prêt à relever le défi, quelles qu'en soient les conséquences.